Bonjour à tous, merci d'être présents aussi nombreux à être connectés pour ce débat que j'ai le plaisir d'animer en présence d'invités éloquents par l'expertise que les protagonistes de ce panel vont apporter à la veille du sommet Union européenne-Union africaine, un sommet dont l'ambition est de refonder un programme commun de partenariat via de nouvelles voies de coopération entre les deux continents, et ce, bien évidemment, pour renforcer l'alliance stratégique entre l'Union européenne et l'Afrique. Alors que la France a pris la présidence tournante de l'Union européenne, Emmanuel Macron avait affirmé en décembre dernier sa volonté de réviser complètement la relation entre l'Union africaine et l'Union européenne. Il souhaite notamment renforcer les investissements dans les économies africaines. On évoque un New Deal financier. De son côté, la présidence de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté à Dakar, c'était il y a quelques jours, la nouvelle stratégie d'investissement de l'Union européenne, le Global Gateway, 150 milliards d'euros pour alimenter des projets d'infrastructures en Afrique, et ce d'ici 2027, de quoi contrer l'influence de la Chine sur le continent. Qui dit alliance stratégique dit coopération économique et financière. Et tout cela, nous allons en parler avec nos invités, notamment avec le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, François Chignac. Un ministre auréolé d'une bonne note, si je peux m'exprimer ainsi, monsieur le ministre, puisque Standard & Poor's a rehaussé la note de Kinshasa très récemment, c'était fin janvier. La République démocratique du Congo a vu sa notation de crédit souverain passer de C à B. De financement, mais de financement privé, il sera également question avec Yacine Fall. Bonjour, je suis vice-présidente de la Banque africaine de développement. Oui, vice-présidente de la Banque africaine de développement, tout à fait. Avec nous également, nous aurons le vice-président du MEDEF, Fabrice Le Sachet. Vous êtes surtout le fondateur et président d'Aera Group qui promeut les technologies bas carbone en Afrique pour lutter contre le réchauffement climatique. Retournant enfin sur le continent, il se trouve à Kinshasa. C'est notre quatrième invité, Kalam Pinga, fondateur d'une compagnie minière. Outre les compagnies minières qui opèrent dans plus de 6 pays sur le continent, vous plaidez surtout pour une plus grande diversification de l'économie, notamment dans l'agriculture. Monsieur le ministre, on constate un rebond de l'économie africaine post-Covid, mais un rebond assez limité, puisqu'il est 2 fois moins fort que celui qui est observé à l'échelle mondiale. Monsieur le ministre, quelles impulsions financières l'Union européenne peut-elle ou doit-elle, d'après vous, donner au cours de ce sommet pour accompagner ou accentuer ce rebond? Comment finance-t-on la croissance au niveau régional ou du continent? Eh bien, c'est une très bonne question. Effectivement, nous avons besoin d'une croissance plus forte en Afrique, plus forte qu'ailleurs, pour une raison bien simple, c'est que nous avons un plus grand retard à rattraper. Il est vrai que aujourd'hui, nous assistons, depuis la crise Covid, à des trajectoires divergentes entre pays riches et pays pauvres, mais il n'y a pas de doute que nous avons le potentiel en Afrique pour faire plus et rattraper la place qui était la nôtre, c'est-à-dire un niveau de croissance plus élevé que le vieux monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que les réponses ont commencé déjà à être données, notamment toute l'année qui vient de s'écouler. Au sein du G20, des décisions courageuses ont été prises, des décisions vraiment innovantes pour financer l'Afrique. Je pense notamment à cette allocation et réallocation de DTS, qui sont des décisions très originales, mais il faut aller encore plus loin, tant le besoin est important. On parle d'environ 100 milliards de dollars qu'il faut annuellement pour rattraper le retard en matière d'investissement. Aucun des partenaires de l'Afrique ne pourra le faire à lui tout seul, même pas l'Afrique elle-même. Et donc, il faut absolument cette solidarité, mais c'est en même temps une opportunité. Parce qu'il y a un retard à rattraper, il faut qu'on le rattrape dans de bonnes conditions, dans des conditions qui assurent la résilience et la durabilité sur le plan environnemental. Et aussi, c'est une occasion pour relancer la croissance et réduire la pauvreté à l'échelle de la planète tout en préservant l'environnement. Donc, je pense que nous sommes sur le bon chemin et les décisions qui sont en train d'être prises au niveau de l'Union européenne ne font que renforcer cet élan. L'Afrique a besoin de partenaires, elle a besoin de l'Union européenne, c'est clair, mais au-delà de l'Union européenne, elle a besoin d'un partenariat mondial efficace parce qu'elle représente l'avenir de l'humanité sur le plan démographique, sur le plan des ressources, sur le plan économique. Merci.
Madame Falch, je me tourne vers vous. On parle d'acteurs publics, mais comment fédère-t-on les investisseurs privés aujourd'hui sur le continent? Bien, d'abord, il faut qu'il y ait des programmes et des projets nationaux ou régionaux spécifiques qui soient bancables et qui s'effectuent dans des environnements stables et avec des politiques incitatives pour les investisseurs. Et quand je parle d'investisseurs, il y a évidemment les investisseurs continentaux et des investisseurs internationaux. Dans les 10 dernières années, comme vous le savez, l'Afrique a connu le plus grand nombre de pays, au moins 10 économies qui avaient une croissance les plus élevées. Et il y a évidemment le développement de cadres appropriés pour permettre aux investisseurs de participer à cette croissance et à ce développement. Monsieur le ministre, en l'occurrence, parlons inclusion financière. Dans son rapport sur les perspectives économiques, c'était en 2021, la Banque africaine de développement recommandait d'accélérer la transformation structurelle des économies, notamment via la digitalisation. Quid, monsieur le ministre, du financement, de la promotion et de la formation du secteur numérique dans votre pays et en l'occurrence sur le continent? Eh bien, vous avez touché là un point essentiel et d'ailleurs la crise liée à la Covid-19 vient de nous le rappeler de manière très, très forte. La digitalisation, la numérisation s'impose partout, doit s'accélérer et il est clair que l'Afrique a évidemment la plus grande fracture numérique, si on peut dire, à l'heure actuelle. Il est clair que la digitalisation est au cœur de toutes nos politiques et à plus forte raison au cœur de notre politique en matière de finances publiques, en matière de transparence. Donc on parle du développement du numérique pour l'inclusion financière. Kalampinga, vous plaidez, vous, pour une diversification de l'économie. En l'occurrence, la digitalisation et la révolution numérique aident-elles au développement de cette diversification ou doit-elle être un support, un levier de croissance pour cette diversification de l'économie sur le continent africain? Beaucoup de pays africains sont, comme on dit, sous-bancalisés. Et je crois qu'à travers la révolution digitale, on peut accélérer. Nous avons une plantation, par exemple, dans l'Équateur, où 70% de nos employés sont des autochtones, des pygmées. Et c'est assez surprenant de voir avec quelle rapidité, avec quelle diligence ils ont accepté et nous sommes en train d'introduire, par exemple, le paiement des salaires, les économies en utilisant leur téléphone. Donc, il est clair que l'investissement dans les infrastructures reste au cœur du développement. Et le digital n'est qu'un d'entre eux, parce que, bon, nous avons un réseau routier qui doit être développé, nous avons des structures de logistique qui doivent être mises en place et donc ça reste l'essentiel de ce qui doit être fait. Monsieur le ministre, le bassin du Congo abrite la deuxième forêt tropicale du monde après l'Amazonie. Ces forêts stockent par hectare et par an plus de CO2 que l'Amazonie. Si l'on considère que c'est un facteur de développement pour les populations et pour la préservation de la planète, d'après vous, l'Union européenne doit-elle être plus ambitieuse dans sa coopération avec votre pays, en l'occurrence avec la République démocratique du Congo, et plus ambitieuse avec le continent? On le sait, je le rappelle, et ça sera une question qui viendra après, qu'il y a quelques mois à Glasgow, néanmoins, les ambitions ont été revues à la baisse à ce niveau-là. Le défi de la protection de l'environnement est d'abord et avant tout un défi de développement. Si on pose cette question de la protection de l'environnement, c'est parce que tous ceux qui se sont développés avant nous l'ont fait sans se préoccuper de l'environnement. Et donc, ce que nous devons faire maintenant, c'est de le faire différemment. Et c'est d'autant plus pressant que nous avons des populations qui continuent de s'accroître à un rythme soutenu et qui n'ont pas de perspective claire. Et donc, elles prennent ce qu'elles ont sous la main et elles le font en détruisant. Donc, nous n'avons pas le droit de passer à côté et c'est une question de solidarité internationale, c'est une question de responsabilité internationale. Ne serait-ce que pour cette raison-là, il y a toutes les raisons de renforcer la solidarité entre les différentes parties du monde et d'agir différemment en République démocratique du Congo et en Afrique en général. Et pour ça, nous avons, en 2015, comme tous les pays du monde,
donné notre plan, notre vision à travers la contribution déterminée nationale. À l'époque, on envisageait de réduire à l'horizon 2030 l'émission de gaz à effet de serre de 16-17%. On a revu cette ambition à la hausse. Aujourd'hui, on parle de 21%. À l'époque, on était à 21 milliards. Maintenant, il en faut 48. Tout ça, c'est des défis importants, c'est des ressources importantes. Mais on constate que dans les faits, les financements qui arrivent ne sont pas à la hauteur de ces ambitions. Il faut qu'on se dise, qu'on trouve pourquoi. Est-ce que c'est une question de capacité d'absorption? C'est une question de vision? Dans tous les cas, nous n'avons pas d'autre choix que de trouver des solutions. Et si c'est une question de capacité technique d'absorption, il faut qu'on les intègre comme une des problématiques du développement et qu'on les adresse comme telles. Mais on n'a pas le droit de ne pas y parvenir et on doit relever ce défi pour le Congo, pour l'Afrique, mais pour tout le monde, pour le monde. Ce qui est vrai, c'est que les grands projets structurants en matière d'infrastructure, par exemple, sont une occasion pour rattraper le retard en développant ces investissements plus intelligemment que par le passé. Ce qu'a dit Monsieur le ministre est tout à fait juste. Les pays qui sont responsables du réchauffement planétaire aujourd'hui ne prennent pas leur juste part au financement des projets d'adaptation ou de réduction ou d'évitement des émissions ou de séquestration des émissions. Ça, c'est une réalité. Et ne soyons pas hypocrites. La responsabilité, c'est les pays de l'OCDE. C'est les pays riches, autant le dire de façon très simple. Donc, depuis 1997, on va de COP en COP pour essayer de régler ce problème qui est mondial sans mettre les financements en face. Vous parlez de 100 milliards, mais moi, je vous mets mon billet que les 100 milliards, ils ne sont pas décaissés. Le secteur privé africain a plein de projets. On a un portefeuille avec des mandats. On a 50 projets dans 20 pays. Au Sénégal, il y a plus de 7 centrales solaires photovoltaïques qui ont été faites avec des fonds d'investissement privés, Meridiam, d'autres pour pas les citer. En Côte d'Ivoire, Cénergie a fait la plus grande centrale hydroélectrique depuis 50 ans à Soubré. Au Burkina, vous avez une filiale de Total qui, sur le site d'Essakan, a fait une centrale solaire hybride. Et je pourrais vous multiplier les exemples. Il y a plein de projets partout. On parle de la RDC, mais la Fondation Virunga, ils ont fait des centrales de mini-réseaux hydroélectriques dans l'est de la RDC. Il y a ces projets d'hydrogène en RDC qu'on peut faire. Donc, les projets, ils sont là. Ce qu'il faut maintenant, c'est payer. Il faut payer. Il faut donner un prix au carbone africain. Et le secteur privé africain ne demande pas l'aumône. Ils ne demandent même pas des financements, ils demandent qu'on paye les outputs, ils demandent qu'on paye les résultats. C'est-à-dire que s'ils font le projet, si le secteur financier local met l'argent, il veut être certain qu'à la fin, si on capte le gaz de la décharge à Douala, il aura l'argent de ça, d'avoir protégé la planète. Il veut que le service environnemental soit rémunéré. Et aujourd'hui, les mécanismes de marché carbone sont intéressants, mais il n'y a pas assez de demande de liquidité et le prix n'est pas assez élevé. Donc, si on avait chaque année les 100 milliards qu'on nous disait du fonds vert mis juste là à l'ONU en disant dès qu'on délivre des crédits carbone africains, on vous paye 20 € minimum. Et tant mieux si vous trouvez plus sur le marché. Vous verriez le nombre de projets qu'on aurait en Afrique, on n'en parlerait même pas. Il y aura des projets partout. Donc, les projets, ils sont là. Mettons l'argent. Soyons un petit peu francs. Aujourd'hui, c'est 1%, je le rappelle, 1% la finance carbone en Afrique subsaharienne. C'est absolument ridicule. Mais en l'occurrence, Fabrice, Kalampinga, j'allais me retourner vers vous. Vers vous, on est à la veille de ce sommet. Je vous vois, en l'occurrence, hocher la tête et écouter ce qui vient d'être développé, ce vrai plaidoyer par Fabrice Le Sachet. Je voudrais avoir votre sentiment, vous, à ce niveau-là. Vous parlez de diversification. Écoutez, je pense qu'on vient de soulever des problèmes qui sont extrêmement importants et ce sont des choses que je vis tous les jours. Il y a des contradictions dans les pays de l'OCDE qui doivent être réglées rapidement. Je suis impliqué depuis maintenant 5 ans dans un projet d'huile de palme et nous étions en partenariat avec les banques de développement de Grande-Bretagne, de Belgique, de France, d'Hollande, d'Allemagne. Et après avoir investi des sommes assez considérables, je dirais presque 200 millions de dollars au cours des 9 dernières années, ces messieurs doivent aujourd'hui faire marche arrière parce qu'ils sont incapables de gérer les organismes non gouvernementaux
qui sont en train de les attaquer tous les jours et qui rendent extrêmement difficile, même pour nous aujourd'hui dans le secteur privé, d'attirer des capitaux, parce que les gens ont froid, les gens ont peur, et nous voulons tous un développement durable. Et un développement durable, pour moi, ça veut dire avant tout d'émanciper les Africains, que ce soit l'agriculteur ou le grand entrepreneur. Vous avez parlé tout à l'heure de la digitalisation, mais c'est justement pour donner aux gens les instruments, les moyens de pouvoir faire face aux nouvelles obligations du monde. Mais en fait, la vérité, ce qu'il a dit, mais même plus grave que ça, c'est que au-delà de toutes ces bonnes intentions, il y a une différence de standard qui fait que si on veut appliquer en Afrique aujourd'hui les meilleurs standards européens, eh bien, ça veut dire, en termes clairs, qu'on ne veut rien faire avec l'Afrique. Et donc, il faut qu'on comprenne ça. Et c'est valable aussi bien au niveau des États, des échanges entre États, qu'au niveau des échanges entre les mondes des affaires. Et ça, malheureusement, on a pris tellement de retard. Et cet élément ONG, donc à la parle, est venu renforcer la difficulté. Mais encore qu'on ne peut rien contre les ONG, on est dans un monde de démocratie, donc chacun joue son rôle, on doit faire avec. Mais fondamentalement, tant qu'on aura cette volonté d'imposer des standards totalement décalés de la réalité, eh bien, c'est une façon de dire on veut bien, mais en réalité, on ne fera rien. Et je crains qu'on perpétue cela parce qu'il faut être pragmatique, tout simplement. Et l'expérience des autres piliers du monde qui aujourd'hui se tournent vers l'Afrique nous enseigne sur ce que doit être le pragmatisme. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser n'importe quoi se faire en Afrique. Non, loin de là. Les Africains eux-mêmes savent réagir quand il y a de mauvaises choses qui se passent. Mais il faut une dose de pragmatisme et considérer que c'est un continent qui est en train de se construire. Alors, exiger des standards très élevés, c'est une façon de dire on ne veut pas faire affaire avec vous, et on le vit à tous les niveaux. Et donc, je crois que c'est fondamental. Et à cela vient s'ajouter un autre élément, c'est celui de la démographie. Nous ne sommes pas certains, même si l'Union européenne apportait toutes les garanties nécessaires, nous ne sommes pas certains que nous avons en Europe aujourd'hui des hommes d'affaires disponibles et disposés à venir s'investir en Afrique, comme d'autres parties du monde ont la possibilité de le faire. Tout simplement parce qu'il y a un défi démographique. Mais le peu qui veulent le faire, il faut absolument qu'ils trouvent leur place. Et pour ça, il faut que leur perception du risque africain change et la nature de la relation change également, et dans le sens que vient d'indiquer si brillamment Fabrice Le Sachet. Le premier déficit en termes d'engagement, c'est les engagements qui ont été faits à Paris pour mobiliser et déployer 100 milliards pour l'adaptation au changement climatique, parce qu'on sait bien qu'en Afrique, on parle d'adaptation et non pas d'atténuation, contrairement à ce qui est la priorité dans les économies développées. Et cette adaptation doit se faire tout en permettant au continent de se transformer, de se développer à partir des ressources dont il dispose. Et donc, on doit quand même reconnaître que l'Afrique a été un acteur fondamental tout en étant le plus faible contributeur au gaz à effet de serre et en étant la première victime des effets du changement climatique. Il y a des questions qui nous arrivent en ligne. On a parlé en l'occurrence de numérisation, de réchauffement climatique, d'inclusion financière, d'aider le rebond économique de l'Afrique. Mais tout ça ne se fera pas sans la jeunesse africaine. Beaucoup de questions nous viennent. Je voudrais avoir votre conclusion là-dessus. Comment inclut-on la jeunesse de la République démocratique du Congo et comment intègre-t-on la jeunesse africaine dans toutes ces problématiques, Monsieur le ministre ? Oui, la question de la jeunesse est l'un des plus grands défis que nous avons, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour l'humain, et l'humain de demain, c'est les jeunes, et notamment les jeunes africains d'aujourd'hui, qui auront une place prépondérante dans 10 ans, dans 20 ans. Nous sommes la partie du monde la plus jeune démographiquement, et donc ils auront un mot à dire.
il faut qu'on les aide à se lever aujourd'hui, sinon, comme on dit, demain, ils se soulèveront. Et donc, c'est extrêmement important pour nous de préparer cette jeunesse, de lui donner les moyens en termes de capital humain, de faire face à tous ces défis dont on vient de parler. Voilà pourquoi l'éducation est la base. Beaucoup a été fait au niveau mondial pour appuyer le secteur de l'éducation, mais il en faut encore davantage parce que le retard est encore important. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut aller plus vite et plus loin. Nous devons absolument faire en sorte que cette jeunesse soit capable d'affronter tous les défis et d'être, pour une bonne part, son propre employeur, parce qu'on le sait très bien. Aujourd'hui, tout indique que l'entrepreneuriat, c'est ça, l'emploi de demain. Et voilà pourquoi la solidarité est absolument importante. C'est aussi un enjeu pour la paix, non seulement en Afrique, mais au niveau mondial. Merci, Monsieur le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi. Je vous remercie, Madame Fall, de la Banque africaine de développement, Kalam Binga, qui est businessman, et Fabrice Le Sachet, vice-président du MEDEF. Je vous remercie pour vos propos, et tout cela intervient juste à la veille du 6e sommet Union européenne-Union africaine qui va démarrer dans quelques heures ici à Bruxelles. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.